Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous souhaitez intégrer le groupe Facebook, le lien reste dans la barre de description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous n'avez pas le droit de faire en tant que résident temporaire ou résident permanent. Vous pouvez le faire bien évidemment si vous voulez vous faire expulser du Canada. Et puis, je me dis que ce serait toujours bien que vous sachiez ces règles-là. Il y a des gens qui vous diront que j'ai enfreint ces règles, mais rien ne m'est arrivé. Mais gardez toujours à l'esprit qu'on n'a pas le même degré de chance. Donc peut-être que rien ne leur est arrivé, mais il se pourrait que ce soit vous le malchanceux. Donc on va commencer par parler des étudiants et puis on va faire les choses un peu chronologiques. Donc sans plus tarder, on va commencer par la première règle. Il faut savoir qu'avant la COVID, si jamais vous obteniez votre visa d'étudiant pour le Canada 3 mois avant la date de votre rentrée, vous pouviez directement voyager et arriver 3 mois avant. Mais depuis que la COVID a commencé, on ne permet plus aux étudiants étrangers d'entrer plus d'1 mois avant la date de leur entrée. Il se pourrait que ça change, donc dépendamment du moment où vous regardez la vidéo, vous pouvez vérifier cette information-là. Donc ce qui se passait par le passé, c'est que les étudiants arrivaient bien avant le début de leur rentrée et commençaient à travailler. Et ce que je veux vous faire savoir, c'est que vous n'avez normalement pas le droit de travailler au Canada avant la date de début de votre programme. Ça, c'est enfreindre la loi si jamais vous le faites. Il y a des gens qui l'ont fait et puis rien ne s'est passé. Comme par exemple, j'ai une camarade de classe qui est arrivée à la base pour étudier au Québec. Depuis qu'elle est arrivée au Québec, les frais de scolarité étaient trop élevés. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a passé une année sans étudier, mais elle a plutôt travaillé. Après ça, elle a changé de province pour venir étudier au Nouveau-Brunswick par la suite, puisque les frais de scolarité étaient un peu moins élevés que là-bas. Et puis, dans son cas, je sais qu'elle a été diplômée. Elle a postulé pour son permis de travail post-diplôme et tout s'est bien passé. Je vais vous prendre un autre cas. Ça, c'était le cas de l'un de mes colocataires que j'ai eu après mes études. Il est arrivé au Canada en 2017 et puis il est arrivé environ un jour avant le début de sa rentrée. Avant son arrivée, il ne savait pas qu'au Canada et à l'université, tu devais choisir les cours que tu devais faire. Donc, il n'avait pas choisi ses cours. Et puis, quand il est arrivé à l'école un jour avant la rentrée, puisque c'est le jour où il arrive au Canada, on lui a fait comprendre que monsieur, vous n'avez pas choisi vos cours pour la prochaine session, donc vous n'allez pas être capable de partir à l'école. Ce qui fait que pendant environ une session qui est environ équivalent à 3 mois, il n'est pas du tout parti à l'école et il a profité de ça pour travailler. Donc, techniquement, son programme d'études n'avait pas encore commencé. Et puis, le souci dans son cas, c'est que son passeport devait expirer. Donc, au moment où il est venu au Canada pour faire sa maîtrise, il n'avait qu'une année de visa, puisque son passeport devait expirer. Quand il a renouvelé son passeport, il a demandé un nouveau permis d'études au Québec et il a obtenu un refus parce qu'ils lui ont fait comprendre qu'on vous a donné le visa pour telle date et puis vous êtes arrivé au Canada et pendant environ une session, vous n'avez pas étudié où est-ce que vous étiez pendant cette session-là. Ce qu'il ne pouvait pas vraiment justifier. Parce que même s'il est arrivé en retard, il a quand même travaillé sans partir à l'école. Donc ça pourrait laisser penser à l'immigration qu'il a fait ça volontairement, que peut-être il n'avait pas d'argent et il a décidé de travailler. Parce qu'il ne faut pas oublier que la raison principale pour laquelle vous êtes au Canada, dans ce cas-là, c'est étudier. Vous n'êtes pas censé travailler pour pouvoir subvenir à vos besoins, mais travailler doit être quelque chose de plus ou moins facultatif. Puisqu'il n'a pas réussi à obtenir une prolongation de son permis d'études, ce qu'il a essayé de faire, c'est chercher une admission ailleurs. Ce qui fait qu'il a réussi à trouver une admission pour une école hors du Québec. Il a redemandé un permis d'études au travers de cette école-là et il a pu obtenir son permis d'études avec une nouvelle école. Là, je n'avais pas vraiment discuté en détail avec lui de comment est-ce qu'il n'a pas pu obtenir un permis d'études au Québec, mais il a pu l'obtenir avec une nouvelle école. Mais je me dis que puisque c'est une nouvelle école, il a changé de programme d'études. L'immigration s'est peut-être dit qu'il voulait étudier quelque chose de nouveau puisque son nouveau programme d'études n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'il a fait précédemment. Donc, vous voyez que ma camarade de classe avait travaillé durant une année. Après, elle a quitté le Québec pour venir au Nouveau-Brunswick. Et même quand elle étudiait au Nouveau-Brunswick, elle avait renouvelé son permis d'études et rien ne s'est passé dans son cas. Et après ça, elle a demandé son permis de travail après ses études et elle a obtenu son permis de travail. Alors que l'autre, lui, n'a que travaillé pendant une session, donc environ 3 mois sans partir à l'école. Mais dans son cas, il a eu un refus de permis d'études. Donc, encore une fois, chacun a sa chance. Et puis même pour ma camarade, on ne sait jamais parce que peut-être qu'elle a pu s'en sortir avec le permis d'études. Mais il se pourrait qu'elle soit rattrapée au niveau de la résidence si jamais ils font ce genre de vérification. Et pour ceux qui pensent généralement qu'ils peuvent se cacher, si l'immigration veut savoir à quelle date est-ce que vous avez commencé à travailler, ils peuvent le savoir. Puisque quand on déclare les impôts, l'employeur nous donne un papier qu'on appelle T4. Et puis sur le T4, il y a la date à laquelle on a commencé à travailler pour cet employeur-là et puis la date à laquelle on a arrêté de travailler pour lui. Ou si vous travaillez toujours pour cet employeur-là, ça veut dire que le papier T4 va jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. Si vous êtes sur la chaîne, je pense que vous devriez déjà le savoir qu'en tant qu'étudiant, vous n'avez pas le droit de travailler plus de 20 heures en période scolaire. Et puis pendant les congés scolaires et les vacances, vous pouvez travailler autant que vous voulez. Donc pendant les vacances, si vous vous sentez capable de faire 60 heures de travail en une semaine, vous pouvez faire vos 60 heures de travail durant cette semaine-là. Il y a beaucoup qui ne respectent pas cette règle-là parce que
la plupart des gens que je connaissais ne respectaient pas la règle de 20 heures. Et puis, certains réussissent à s'en sortir, tout comme d'autres se font rattraper. Il y a par exemple le cas d'un Indien qui est venu au Canada en 2017. Son nom de famille, c'était Sandhu. Bon, je vous donne son nom de famille parce que je n'arrive pas à prononcer son prénom. Donc, son nom de famille, c'était Sandhu. Et au moment où les faits se sont produits, il avait environ 22 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une admission pour une école à Mississauga. Mississauga qui est environ à 1h30 de Toronto. Ses frais de scolarité étaient assez élevés parce que dans son cas, il payait environ 27 000 $ par année. Puis après une session, ses parents étaient un peu épuisés financièrement puisqu'ils avaient même prêté de l'argent à d'autres personnes. Donc, il fallait qu'il arrive à se débrouiller par lui-même. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est trouvé un emploi de chauffeur de camion. Il faisait la ligne de Montréal et Toronto. Et puis, une fois il est parti à Montréal et qu'il était sur le chemin retour pour Toronto, il y a eu un contrôle de routine par un agent de police. Quand l'agent de police a regardé les documents, tout sur les documents était en ordre, mais quand l'agent de police a vérifié son statut, il a remarqué que ce jeune homme était étudiant. Et puisqu'il était étudiant, il n'avait probablement pas le droit de travailler plus de 20 heures par semaine. Donc, après avoir fait un certain nombre de vérifications, il s'est rendu compte que l'étudiant travaillait pour cette compagnie-là à temps plein. Et puis, il a menotté, il a amené au poste de police. Bon, je trouve que les menottes étaient un peu excessives parce qu'il travaillait que plus de 20 heures par semaine. Ce n'était pas un criminel en même temps. Cet étudiant a finalement été dénoncé à l'immigration. Et puis, le plus malheureux dans l'histoire, c'est qu'il devait être diplômé 10 jours plus tard. Donc, s'il n'avait pas été pris ce jour-là, 10 jours plus tard, il allait avoir son diplôme et il allait avoir le droit de travailler autant qu'il veut au Canada. Donc, il était dénoncé à l'immigration, il a pris un avocat et puis cette affaire avait été hautement médiatisée puisqu'il est passé dans plein de journaux télévisés au Canada, plein de grandes chaînes et de journaux en ont parlé. Et puis, il s'est pris un avocat d'immigration pour essayer de le défendre. Lui et l'avocat d'immigration, ils ont fait une requête pour son permis de travail post-diplôme. Après qu'ils aient fait la requête, c'est un peu traîné pendant quelques mois. Mais finalement, l'immigration est restée sur sa décision. Ils ont refusé de lui accorder un permis de travail post-diplôme et lui ont donné une date à laquelle il devait quitter le Canada. Et je pense qu'il a quitté le Canada, je crois, en 2019 ou en 2020. Malgré toute la sympathie qu'il a eue, parce qu'il faut savoir que le public était vraiment derrière lui et même les chaînes de télévision étaient vraiment derrière lui. On espérait qu'il allait pouvoir rester au Canada, qu'ils allaient faire une exception, mais ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire l'immigration est restée sur ses positions et on lui a demandé de quitter le territoire, ce qu'il a finalement fait. Et puis, on va parler d'un autre point qui concerne toujours les étudiants. Lorsque vous recevez votre diplôme à la fin de vos études, donc supposons qu'au moment où vous êtes venu au Canada et qu'on vous a donné le visa, votre visa devait expirer le 31 août, mais que vous recevez votre diplôme le 21 juin. Donc, ça fait que lorsque vous recevez votre diplôme le 21 juin, votre permis d'études n'est plus valide. Donc, même si votre permis d'études partait jusqu'au 31 août de la même année, il n'est plus valide. Et donc, vous n'avez pas le droit de travailler au Canada tant que vous n'avez pas demandé un permis de travail post-diplôme. Et c'est ce qui est arrivé à Roseva. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans son cas. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Merci, Monsieur le Président. Roseva Ebingué est une programmeuse de Saint-Jérôme qui sera expulsée ce soir si le ministre de l'Immigration n'agit pas. Donc, Roseva, qui est de nationalité camerounaise, est arrivée au Canada en juillet 2017 et puis environ 2 mois plus tard, elle devait commencer ses études. Et quand on lui a donné le visa, on lui a donné un visa qui devait expirer le 31 mars 2020. Ça, c'est une date importante à retenir. Lorsqu'elle arrive au Canada, elle a fait ses études, tout se passait bien. Elle a réussi ses études avec plus de 80% de moyenne générale. Et puis, elle a même fini ses études 3 mois avant la date qui était prévue. Parce que normalement, ses études devaient se terminer en décembre 2019, mais elle les a terminées en septembre 2019. Et puis, au moment où elle a terminé ses études, elle n'est pas directement partie demander un permis de travail post-diplôme, mais elle a continué à travailler. Donc, en ayant terminé ses études en septembre 2019, elle a continué à travailler jusqu'à décembre 2019. Et puis, en décembre 2019, elle s'est dit que bon, il est temps que j'aille demander mon permis de travail post-diplôme, puisque je veux maintenant travailler dans le domaine dans lequel j'ai obtenu mon diplôme. Donc, elle s'est rendue à la frontière parce qu'avant la COVID, on avait cette option-là, que si vous vouliez avoir votre permis de travail post-diplôme, rapidement, vous pouviez vous rendre à la frontière et puis ils allaient directement vous interviewer, prendre vos documents et ils allaient vous délivrer ça sur le champ. Donc, elle s'est rendue à la frontière du Québec avec les États-Unis pour faire la demande de son permis de travail post-diplôme. Et puis, pendant qu'elle discutait avec l'agent, c'est-à-dire l'agent lui posait quelques questions, l'agent lui a demandé si, après la fin de ses études, elle a continué à travailler. Et elle, naïvement, elle a répondu oui, parce qu'elle ne savait pas que c'était quelque chose de mauvais. Dans sa tête, elle savait que son permis d'études expirait le 31 mars 2020, même si elle avait terminé ses études en septembre 2019. Et ben, après ça, l'agent lui a dit que si vous avez continué à travailler après septembre
2019, qui était la date à laquelle vous avez obtenu votre diplôme, je ne peux pas vous donner un permis de travail post-diplôme et vous allez devoir quitter le Canada le 27 janvier 2020. Quand tu obtiens ton diplôme, ton permis d'études n'est plus valide. Et si tu veux continuer à travailler, tu dois demander un permis de travail post-diplôme. Donc, chose qu'elle ne savait pas, et puis elle s'est pris un avocat d'immigration. Encore une fois, c'est une affaire qui a été hautement médiatisée. On a rempli des pétitions pour elle. Elle s'est attirée la sympathie du public et puis on en a même parlé à l'Assemblée nationale. Mais une fois de plus, l'immigration est restée sur ses positions. Le ministre de l'immigration est resté sur ses positions que les règles, ce sont les règles et nul n'est censé ignorer la loi. Que même si c'est une règle qui n'est pas très connue, ils ne peuvent pas revenir sur leurs décisions. Que s'ils reviennent sur leurs décisions pour une personne, ils vont devoir revenir sur leurs décisions pour des milliers de personnes parce que c'est le cas de Roseva et de Sandro, le jeune indien, ont été médiatisés. Mais il y a plein de personnes qui sont expulsées du Canada chaque année et personne n'en entend jamais parler. C'est-à-dire qu'ils ne passent sur aucun média, on leur demande de quitter le territoire, ils quittent juste le territoire. Donc, le 27 janvier 2020, Roseva a finalement quitté le Canada. Beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de cette règle-là en ont pris conscience. Et je pense également que ça a aidé beaucoup de personnes. En ce qui concerne les travailleurs, puisque plusieurs personnes voulaient savoir si en tant que travailleur, on pouvait étudier en même temps. Je dirais que la réponse est plus ou moins non, parce que quand vous avez un permis de travail post-diplôme ou juste un permis de travail ouvert ou fermé, vous n'avez pas le droit d'étudier. Dans ce cas-là, votre statut au Canada stipule que vous êtes là juste pour travailler. Il y a certains cas dans lesquels vous pouvez étudier, comme par exemple ceux qui sont au Canada sous l'expérience internationale du Canada. Ça ne concerne aucun pays africain généralement. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez aller regarder si jamais votre pays fait partie de la liste des pays qui sont inclus. Mais quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait aucun pays africain dans cette liste-là, puisque pour pouvoir être éligible dans ça, il faut que le Canada ait signé certains accords avec votre pays. Donc, pour ceux qui sont au Canada, dans le cas de l'expérience internationale du Canada, ils peuvent étudier pendant qu'ils travaillent. Mais dans ce cas-là, ils peuvent juste étudier pour une période de moins de 6 mois, parce que s'ils veulent prendre un programme de 6 mois ou plus, ils vont devoir demander un permis d'études. Et encore une fois, s'ils demandent un permis d'études, leur permis qu'ils ont obtenu sur l'expérience internationale du Canada ne sera plus valide. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour les travailleurs. Si vous avez d'autres questions par rapport au cas des travailleurs, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Donc maintenant, nous allons passer aux résidents permanents. Et pour les résidents permanents, je veux beaucoup plus m'attarder sur les candidats des provinces. À l'extérieur du Québec, on a certes l'entrée express qui est un programme d'ordre fédéral et qui est le principal, je dirais. Mais on a également d'autres programmes qui concernent les provinces. Et puis, ce que les gens ont l'habitude de faire, c'est que si jamais ils ne qualifient pas aux conditions pour l'entrée express ou si jamais le nombre de points qu'ils ont pour l'entrée express n'est pas suffisant, ils peuvent chercher le soutien d'une province. Par exemple, une province peut te soutenir pour l'entrée express également. C'est-à-dire, lorsque la province te soutient pour l'entrée express, ça te donne 600 points supplémentaires. Tout comme si vous ne voulez pas faire l'entrée express, il y a d'autres programmes plus spécifiques liés aux provinces. Mais dans tous les cas, une fois qu'une province vous aide à obtenir votre résidence permanente, par la suite, ce que vous êtes censé faire, c'est que vous devez vous établir dans cette province-là pour pouvoir contribuer à son économie. Le cas que je vais vous présenter, c'est le cas d'une personne qui n'a pas fait ça. Donc, il s'agissait d'un étranger. Je pense que je vous mettrai la capture d'écran de son histoire, mais c'est en anglais. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ils pourront lire par eux-mêmes. La personne a été soutenue par la province de Saskatchewan. Et puis, une fois que cet étranger-là est arrivé au Canada, il a atterri à Saskatchewan et puis il n'a que passé une semaine dans la province de Saskatchewan et puis il est parti en Ontario et plus précisément à Toronto. Là-bas, il a commencé à travailler pendant plusieurs années. Rien de majeur ne s'est passé puisqu'il était résident permanent. Les soucis pour cette personne-là ont débuté lorsqu'elle a fait sa demande de citoyenneté. Au moment où elle a fait sa demande de citoyenneté, ça l'a pris environ 2 ans et demi pour qu'il traite son dossier. Et puis, à la fin du traitement de son dossier, ils lui ont fait comprendre qu'on ne peut pas vous donner la citoyenneté parce que, à la base, vous êtes venu au Canada en tant que candidat d'une province. Mais lorsque vous êtes arrivé, vous n'avez même pas essayé de contribuer à l'économie de cette province-là. Vous l'avez directement quitté et vous êtes parti dans une autre province. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas vous donner la citoyenneté. Et dans ce cas-là, vous comprendrez que la résidence permanente, généralement, est valable 5 ans et elle est renouvelable. Mais dans le cas de cette personne-là, c'est que si jamais on te refuse déjà la citoyenneté pour cette raison, parce que tu n'as pas contribué à l'économie de la province, puisque tu as obtenu ta résidence permanente au travers de cette province-là, il se pourrait qu'on ne renouvelle pas également ta résidence permanente, puisque l'immigration t'a déjà fiché. Et quand tu vas vouloir aller renouveler ta résidence permanente, ils vont se dire que mais tu n'as également jamais respecté les conditions de la province qui t'a aidé. Donc, on ne la renouvelle pas non plus. Cet étranger a pris un avocat d'immigration et puis l'avocat d'immigration lui a dit que honnêtement, ça va être dur de combattre ça. Je ne pense pas qu'on va s'en sortir, mais on peut essayer. Puis l'avocat d'immigration lui a dit
que ça aurait peut-être été plus simple si au moins tu avais vécu une année dans cette province-là avant de la quitter. Mais puisque tu n'as que passé une semaine là-bas, les agents d'immigration vont voir ça comme juste de la mauvaise foi, que tu n'as jamais eu l'intention d'aller vivre là-bas. Et le plus triste, c'est que la personne avait déjà vécu 7 ans au Canada. On doit imaginer que vous avez vécu 7 ans au Canada, vous avez déjà fait tous vos projets ici et par la suite vous réalisez qu'il se pourrait que vous soyez expulsé immédiatement, vous soyez expulsé quelques mois plus tard. Parce que dans ce genre de cas, quand vous êtes pris, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut également immédiatement annuler votre résidence permanente et puis on vous donne 1 mois ou 2 mois pour quitter le territoire. Et puis ça s'applique également pour les personnes qui comptent obtenir la résidence permanente hors du Québec. Puisque les conditions sont parfois compliquées au Québec, il y en a beaucoup qui choisissent d'aller à l'extérieur du Québec pour obtenir la résidence permanente et une fois qu'ils l'ont, ils repartent au Québec. Il faut savoir que quand vous obtenez votre résidence permanente au travers de l'entrée express, on vous spécifie que vous êtes éligible si jamais vous n'avez pas l'intention de résider au Québec par la suite. Donc ça, c'est à vos risques et périls. Si jamais vous passez par l'entrée express et puis quelques temps plus tard, vous avez la résidence permanente et puis par exemple 1 mois ou 2 mois plus tard, vous décidez de rentrer au Québec. Parce que comme j'ai dit, parfois on fait des mauvaises choses, on ne se fait pas attraper immédiatement, mais on peut se faire attraper bien plus tard et ça peut parfois avoir des conséquences plus graves puisque parfois on est déjà là, on a déjà débuté une vie de famille et etc. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez été instructive. Si jamais c'est le cas, vous pouvez vous abonner, la liker et la partager à d'autres personnes que ça pourrait aider. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.